Dans les profondeurs les plus sombres de la guerre du Vietnam, entre 1965 et 1972, un groupe intrépide et audacieux de soldats américains et australiens a affronté un ennemi bien plus sinistre que tous ceux qui avaient été vus en surface, le réseau labyrinthique de tunnels creusés par le Viet Cong. Ils étaient connus sous le nom de Tunnel Rat, et leurs récits terrifiants de bravoure, de courage et de sacrifice ont gravé leur nom dans l'histoire. Un tel soldat, le sergent Donald Sloat, a incarné l'engagement inébranlable des Tunnel Rats envers leur mission périlleuse, lui valant une médaille d'honneur à titre posthume. Armés de peu plus qu'une lampe de poche, un pistolet et leur détermination inébranlable, ces guerriers intrépides se sont enfoncés dans les confins claustrophobiques des tunnels, naviguant entre les pièges, les créatures venimeuses et les combattants ennemis à chaque tournant. Comme le président John F. Kennedy l'a dit un jour, le coût de la liberté est toujours élevé, mais les Américains l'ont toujours payé. Les Tunnel Rats n'ont pas fait exception, payant le prix ultime dans leur quête de victoire. Rejoignez-nous alors que nous explorons le monde souterrain des Tunnel Rats en découvrant les histoires de ces héros méconnus qui ont affronté des horreurs inimaginables dans l'obscurité suffocante sous les jungles du Vietnam. Bienvenue dans le journal de Jules César. Descente dans les ténèbres. Les héros méconnus de la guerre souterraine du Vietnam. Au cours des premières années de la guerre, les forces américaines et australiennes ont rapidement découvert que le Viet Cong avait construit un vaste réseau de tunnels souterrains à travers le sud du Vietnam. Ces tunnels, qui avaient été creusés à la main à l'aide d'outils simples, servaient de quartiers d'habitation, de zones de stockage et même d'hôpitaux de fortune pour le Viet Cong. Ils permettaient à l'ennemi de se déplacer sans être détecté, de lancer des attaques surprises et d'éviter la capture. Il était évident qu'il fallait faire quelque chose pour contrer cette tactique furtive et mortelle. Ces soldats, principalement des États-Unis et d'Australie, ont été spécialement formés pour naviguer dans les conditions dangereuses et claustrophobes des tunnels. Ils venaient de divers milieux militaires, mais partageaient un trait commun, un courage inébranlable face au danger. L'un des Tunnel Rats les plus célèbres était le sergent Thomas Tom H. Taylor, un soldat décoré qui a servi dans la 25e division d'infanterie. Il racontera plus tard ses expériences dans les tunnels dans le livre de 1987, Tunnel Rat in Vietnam. Les Tunnel Rats ne recevaient aucun équipement spécial. Ils comptaient donc sur leur ingéniosité, leur débrouillardise et quelques outils de base. Avec seulement une lampe de poche, un pistolet et un couteau, ils rampaient dans les passages étroits et noirs comme la nuit, ne sachant pas ceux qui les attendaient à chaque coin. Les tunnels étaient souvent piégés avec des fils déclencheurs, des punji sticks et des serpents venimeux, faisant de chaque pas une éventuelle rencontre avec la mort. Alors que les Tunnel Rats naviguaient dans ces labyrinthes souterrains, ils devaient également faire face à la menace constante de soldats ennemis en embuscade. Une anecdote qui illustre la bravoure des Tunnel Rats vient du sergent d'état-major Bill Mole Marshall, qui a servi avec la 1re division d'infanterie en 1966. Au cours d'une opération, Marshall a découvert une entrée de tunnel cachée et y est entré pour se retrouver face à face avec un soldat du Viet Cong. Dans l'obscurité, les deux hommes se sont battus, leurs armes oubliées. Marshall a finalement réussi à maîtriser son adversaire, le traînant hors du tunnel pour être capturé. Ce n'étaient pas seulement les dangers physiques auxquels les Tunnel Rats étaient confrontés. Le coût psychologique de leur travail était immense. L'obscurité, les espaces confinés et la peur constante de la mort pouvaient peser sur même les soldats les plus forts. Mais malgré les défis, les Tunnel Rats ont continué, motivés par leur sens du devoir et la connaissance que leur travail était vital pour l'effort de guerre. Leurs efforts n'étaient pas vains. Les renseignements recueillis par les Tunnel Rats ont permis de cartographier les systèmes de tunnels, d'identifier les routes d'approvisionnement du Viet Cong et de découvrir des caches cachées d'armes et de fournitures. Ils ont également joué un rôle clé dans la destruction des tunnels, plantant des explosifs et effondrant les passages complexes pour empêcher leur utilisation future par l'ennemi. Les contributions des Tunnel Rats à l'effort de guerre au Vietnam étaient immenses, mais leurs histoires passent souvent inaperçues. Alors que la guerre faisait rage en surface, ces hommes courageux menaient une bataille secrète sous le sol du Vietnam. Dans les mots de Tom Taylor, l'un des leurs,
Les tunnels rats étaient une race à part, et ils le savaient. Ils vivaient une vie de danger, de saleté et de privation qui auraient rendu d'autres fous. Il est essentiel que nous nous souvenions et honorions les sacrifices et l'héroïsme de ces héros méconnus qui ont affronté les ténèbres et la terreur de la guerre souterraine. Forteresse souterraine. Démêler les secrets des tunnels du Viet Cong. Le réseau complexe de tunnels utilisé par le Viet Cong pendant la guerre du Vietnam a longtemps fasciné les historiens et les amateurs militaires. Six forteresses souterraines, s'étendant sur des centaines de kilomètres sous les jungles du Vietnam, était un témoignage de la résilience et de l'ingéniosité des forces du Viet Cong. Ce monde souterrain caché a joué un rôle pivot dans la guerre, fournissant au Viet Cong un avantage stratégique qui a déconcerté leurs ennemis et leur a permis de mener une guerre de guérilla très efficace. L'origine des systèmes de tunnels remonte à la fin des années 1940, lorsque les forces communistes, alors connues sous le nom de Viet Minh, ont commencé à creuser des tunnels comme moyen d'éviter les forces coloniales françaises. Les tunnels ont gagné en complexité et en échelle au fil des ans, atteignant leur apogée dans les années 1960. Le plus célèbre de ces systèmes de tunnels étaient les tunnels de Cu Chi, situés juste à l'extérieur de Saigon. S'étendant sur plus de 150 miles, ces tunnels ont servi de base d'opération au Viet Cong pour l'offensive du Tet en 1968. La construction des tunnels était un processus ardu et dangereux, entrepris principalement par des villageois locaux et des soldats du Viet Cong. Équipés de peu plus que des outils à main de base, ils creusaient profondément dans la terre, enlevant la terre dans de petits paniers tissés. Les tunnels étaient généralement étroits, ne mesurant que 2 pieds de large et 3 pieds de haut, pour les rendre difficiles à naviguer pour les plus grands soldats américains. Les tunnels étaient également intentionnellement construits avec de multiples virages pour ralentir la progression de l'ennemi et faciliter la pose de pièges. Les systèmes de tunnels étaient très organisés et efficaces, comprenant plusieurs niveaux et chambres qui servaient à diverses fins. Ils contenaient des quartiers d'habitation, des zones de stockage pour les armes et les fournitures, et des hôpitaux de fortune où les blessés pouvaient être soignés. Des puits de ventilation assuraient un approvisionnement constant en air frais, et des entrées et sorties cachées permettaient au Viet Cong de lancer des attaques surprises ou de disparaître sans laisser de traces. Certains tunnels avaient même des systèmes de plomberie rudimentaires qui permettaient au Viet Cong de rester sous terre pendant de longues périodes. L'un des aspects les plus fascinants des systèmes de tunnels étaient les pièges ingénieux conçus par le Viet Cong pour protéger leur sanctuaire souterrain. Ces pièges étaient conçus pour mutiler, tuer ou capturer les intrus et variaient des simples fosses remplies de pieux de bambou pointus, connus sous le nom de pièges punji, à des mécanismes plus élaborés comme le piège à bascule, un lourd tronc d'arbre qui se balançait et écrasait un soldat ennemi imprudent. On savait aussi que les tunnels abritaient des serpents venimeux, ajoutant une autre couche de danger à ceux qui osaient entrer. L'importance stratégique des tunnels dans la guerre ne peut pas être surestimée. Ils ont permis au Viet Cong de lancer des attaques surprises contre les forces américaines et sud-vietnamiennes, puis de disparaître à nouveau dans la sécurité de leurs repères souterrains. Ils ont également servi de moyens essentiels de communication et de coordination parmi les unités du Viet Cong largement dispersées, leur permettant de mener des assauts coordonnés sur les positions ennemies. L'une des histoires les plus remarquables impliquant les tunnels s'est produite en 1966 lors de la bataille de Tan Son Nhut, lorsqu'un groupe de commandos du Viet Cong a réussi à infiltrer la base aérienne de Tan Son Nhut, fortement fortifiée, en utilisant un tunnel qui menait directement à la base. Une fois à l'intérieur, ils ont lancé une attaque dévastatrice sur les forces américaines et sud-vietnamiennes stationnées là-bas, causant des dommages importants avant de se retirer à nouveau dans la sécurité de leur tunnel. La ligne de vie du Viet Cong, dévoilant les mystères de la piste Ho Chi Minh. Serpentant à travers le terrain accidenté du Vietnam, du Laos et du Cambodge, la piste Ho Chi Minh se présente comme un témoignage de l'ingéniosité et de la détermination des forces nord-vietnamiennes pendant la guerre du Vietnam. Cette route stratégique d'approvisionnement, nommée en l'honneur du leader nord-vietnamien Ho Chi Minh, a joué un rôle crucial dans la guerre, permettant au Nord de transporter des troupes, des armes
et des fournitures à leurs camarades du Viet Cong dans le sud. L'histoire de la piste Ho Chi Minh est une histoire d'ingéniosité, de résilience et de la volonté pure de défier les chances face à une adversité écrasante. Le sentier n'était pas un chemin clairement défini, mais plutôt un réseau complexe de routes, de sentiers pédestres et de voies fluviales qui s'étendaient sur des milliers de miles. Il a pris naissance au Nord-Vietnam, serpentant à travers les montagnes densément boisées du Laos et du Cambodge avant d'atteindre sa destination finale dans le sud. La construction du sentier a commencé en 1959, alors que les tensions entre le Nord et le Sud-Vietnam s'intensifiaient, et au milieu des années 1960, il était devenu une ligne de vie vitale pour les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong. Pour maintenir le secret du sentier et le protéger des attaques ennemies, les Nord-Vietnamiens ont utilisé une variété de tactiques. La canopée dense de la jungle fournissait un camouflage naturel, tandis que des sentiers leurres étaient établis pour tromper les forces ennemies. Des méthodes ingénieuses ont été utilisées pour traverser les rivières et le terrain montagneux, comme l'utilisation de radeaux en bambou et de ponts de fortune. Les Nord-Vietnamiens ont également établi un système de relais le long du sentier, où les troupes pouvaient se reposer et se réapprovisionner avant de poursuivre leur voyage vers le sud. Le transport de fournitures et de troupes le long du sentier n'était pas une tâche facile. Le terrain accidenté et le climat rigoureux ont fait leurs ravages sur l'homme et la machine. Des convois de camions et d'animaux de bas, ainsi que des soldats à pied, ont traversé le sentier, bravant les pluies torrentielles, la chaleur étouffante et la menace constante des moustiques porteurs de malaria. Malgré ces défis, les Nord-Vietnamiens ont persévéré, faisant preuve d'une détermination inébranlable pour maintenir la route d'approvisionnement vitale ouverte. La piste Ho Chi Minh était une épine constante dans le pied des forces américaines et sud-vietnamiennes, qui ont eu du mal à perturber le flux de fournitures et de troupes. Les États-Unis ont lancé l'opération Rolling Thunder en 1965, une vaste campagne de bombardement aérien visant à détruire le sentier et à paralyser l'effort de guerre nord-vietnamien. Cependant, la résilience des Nord-Vietnamiens ne devait pas être sous-estimée. Lorsqu'une section du sentier était endommagée, ils la réparaient rapidement ou déroutaient les convois d'approvisionnement. La canopée dense de la jungle rendait difficile pour les pilotes américains de localiser et de cibler efficacement le sentier. L'une des tentatives les plus audacieuses pour couper le sentier est survenue en 1970, lorsque les forces américaines et sud-vietnamiennes ont lancé l'infortunée opération Lam Son 719. Cette offensive terrestre ambitieuse visait à couper le sentier à son point médian au Laos. Cependant, l'opération a rencontré une résistance féroce de la part des Nord-Vietnamiens qui étaient bien préparés pour l'attaque. Après des semaines de combats intenses, les forces alliées ont été contraintes de se retirer, leur mission un échec. L'héritage toxique, mettant au jour l'impact dévastateur de l'agent orange. Dans les archives de la guerre du Vietnam, peu de sujets sont aussi controversés et chargés d'émotions que l'utilisation de l'agent orange. Cet herbicide toxique, utilisé par l'armée des États-Unis dans le cadre de sa stratégie de guerre chimique, a laissé un héritage tragique et durable dans son sillage. Les conséquences de l'agent orange se font encore ressentir aujourd'hui, avec ses effets toxiques persistants dans l'environnement et affectant d'innombrables civils innocents qui continuent de souffrir de conséquences sanitaires dévastatrices. L'histoire de l'agent orange commence au début des années 60, lorsque l'armée des États-Unis cherchait un moyen de lutter contre l'utilisation par le Viet Cong de la dense végétation de la jungle comme couverture pour leur tactique de guérilla. En réponse, ils se sont tournés vers un herbicide puissant connu sous le nom d'agent orange, qui était fabriqué par des entreprises comme Monsanto et Dow Chemical. L'ingrédient principal de l'herbicide, la dioxine, était une toxine puissante connue pour sa capacité à tuer la végétation rapidement et efficacement. À partir de 1961 et jusqu'en 1971, l'armée des États-Unis a mené une vaste campagne de défoliation connue sous le nom d'opération Ranch Hand. Au cours de l'opération, plus de 20 millions de gallons d'agent orange ont été pulvérisés sur de vastes étendues du Vietnam, ainsi que sur des parties du Laos et du Cambodge. L'objectif
était de détruire la dense canopée de la jungle qui offrait une couverture aux Viet Cong et de ruiner les cultures qui les soutenaient, les privant efficacement des ressources dont ils avaient besoin pour faire la guerre. Les effets immédiats de l'agent orange étaient stupéfiants. De vastes zones de jungle luxuriantes ont été transformées en terres désolées, et les terres agricoles autrefois fertiles gisaient en ruine. Cependant, il est rapidement apparu que les conséquences de l'herbicide dépassaient largement ces cibles prévues. La population civile du Vietnam a commencé à connaître une large gamme de problèmes de santé, allant des éruptions cutanées et des problèmes respiratoires aux malformations congénitales et à une augmentation des taux de cancer. L'héritage tragique de l'agent orange n'était pas limité au peuple vietnamien. Les militaires américains qui avaient été exposés à l'herbicide pendant leur tournée de service ont commencé à signaler des problèmes de santé similaires à leur retour. Beaucoup de ces vétérans ont dû lutter longtemps et durement pour obtenir la reconnaissance et l'indemnisation des dommages qu'ils avaient subis aux mains de ce produit chimique toxique. L'un de ces vétérans, le sergent-chef Elmo R. Zumwalt, le troisième, était le fils de l'amiral Elmo R. Zumwalt, le deuxième, qui avait ordonné l'utilisation de l'agent orange pendant son mandat de commandant des forces navales des États-Unis au Vietnam. Le plus jeune Zumwalt, qui avait été exposé à l'agent orange pendant son service au Vietnam, a été diagnostiqué avec un cancer en 1983 et est décédé en 1988. Son père, rongé par la culpabilité du rôle qu'il a joué dans l'utilisation de l'herbicide, est devenu un défenseur fervent des victimes de l'agent orange et a consacré le reste de sa vie à sensibiliser le public à cette question. La lutte pour la justice pour les victimes de l'agent orange a été longue et ardue. En 1984, un recours collectif, intenté par les vétérans américains contre les fabricants de l'agent orange, a abouti à un règlement de 180 millions de dollars. Cependant, les victimes vietnamiennes n'ont pas été aussi chanceuses. Malgré de nombreuses tentatives pour obtenir une indemnisation, leurs appels à la justice sont en grande partie restés sans réponse. Aujourd'hui, l'héritage toxique de l'agent orange continue de hanter le peuple et l'environnement du Vietnam. La dioxine, le produit chimique mortel présent dans l'herbicide, reste dans le sol et l'eau, empoisonnant la terre et affectant de nouvelles générations de Vietnamiens. Les États-Unis et le Vietnam n'ont commencé à travailler ensemble sur les efforts de nettoyage des sites contaminés et d'atténuation des dommages en cours qu'à une date récente à cause de ce tragique chapitre de l'histoire. L'offensive du Tet, un tournant dans les cœurs et les esprits. Aux premières heures du matin du 30 janvier 1968, le premier jour de la nouvelle année lunaire connue sous le nom de Tet, les forces nord-vietnamiennes et Viet Cong ont lancé une série d'attaques surprises sur les positions sud-vietnamiennes et américaines dans tout le Sud-Vietnam. Cette vaste campagne militaire, qui en viendra à être connue sous le nom de l'offensive du Tet, ébranlera les fondements de l'effort de guerre et changera à jamais la façon dont le conflit est perçu par le public américain. Alors que les feux d'artifice et les célébrations marquèrent l'arrivée de la nouvelle année, les Nord-Vietnamiens et les Viet Cong ont saisi l'occasion pour frapper, ciblant plus de 100 villes et villages à travers le Sud-Vietnam. Parmi les plus significatives de ces attaques figure celle de l'ambassade des États-Unis à Saigon et de l'ancienne ville de Hue, où une bataille brutale a fait rage pendant près d'un mois avant que la ville ne soit reprise par les forces américaines et sud-vietnamiennes. L'offensive du Tet a été orchestrée par le général Von Nguyen Giap, un stratège militaire qui croyait qu'une attaque massive et coordonnée pouvait démoraliser les forces américaines et sud-vietnamiennes, provoquant une révolte parmi la population sud-vietnamienne et potentiellement apportant une fin rapide à la guerre. Bien que l'offensive n'ait pas atteint tous ses objectifs prévus, elle a réussi à porter un coup psychologique à l'effort de guerre américain et à soulever des doutes sur la viabilité de la victoire au Vietnam. Aux États-Unis, l'offensive du Tet a été un choc pour un public qui avait été amené à croire que la guerre se passait bien et que la victoire était à portée de main. Les images de l'ambassade des États-Unis assiégée et des combats brutaux dans les rues de Hue ont été diffusées dans les salons américains, brisant l'illusion d'un conflit sous contrôle et révélant la réalité sombre d'une guerre sans fin en vue. Alors que l'opinion publique commençait à se retourner contre la guerre, le paysage politique américain a également changé.
Le président Lyndon B. Johnson, qui avait été un fervent partisan de l'effort de guerre, a été confronté à une opposition grandissante au sein de son propre parti et à un mouvement anti-guerre en expansion qui l'a finalement amené à annoncer sa décision de ne pas se représenter à l'élection de 1968. L'offensive du Tet a également eu un impact profond sur la campagne présidentielle de Richard Nixon, qui allait remporter l'élection cette année-là, promettant d'apporter la paix avec honneur au Vietnam. L'impact à long terme de l'offensive du Tet a dépassé le domaine de la politique, car elle a soulevé des questions fondamentales sur la nature de la guerre et le rôle américain en son sein. Pour beaucoup, l'offensive a été un tournant, un moment où la croyance en la justesse de la cause a commencé à vaciller et où le coût humain du conflit est devenu nettement visible. Comme l'a dit le journaliste Walter Cronkite, l'homme le plus digne de confiance en Amérique après l'offensive, il est de plus en plus clair pour ce reporter que la seule façon rationnelle de sortir sera de négocier, non pas en tant que vainqueur, mais en tant que peuple honorable qui a tenu sa promesse de défendre la démocratie et qui a fait de son mieux. L'offensive du Tet, bien qu'elle n'ait pas été une victoire militaire décisive pour les Nord-Vietnamiens, s'est avérée être un tournant critique dans la guerre du Vietnam, car elle a exposé la réalité brutale du conflit et a ébranlé la foi du public américain en leurs dirigeants et la cause pour laquelle ils se battaient. Le front invisible, un aperçu des ombres de la guerre psychologique au Vietnam. Dans le monde obscur de la guerre psychologique, la guerre du Vietnam a vu les deux camps déployer un arsenal de propagande, de tromperie et de tactiques de terreur pour influencer l'opinion publique et démoraliser leurs ennemis. Ce front invisible du conflit a joué un rôle crucial dans la détermination du cours de la guerre, souvent avec des conséquences qui ont résonné bien au-delà du champ de bataille. En plongeant dans les profondeurs troubles de la guerre psychologique pendant la guerre du Vietnam, nous découvrons un récit captivant de manipulation, d'intrigue et du pouvoir caché de l'esprit humain. L'utilisation de tactiques psychologiques pendant la guerre du Vietnam n'était limitée à aucun côté ou faction. Les États-Unis et leurs alliés sud-vietnamiens ont employé une gamme de techniques de propagande, tant au niveau national qu'international, pour rallier le soutien à leur cause et pour saper le moral de l'ennemi. Ils ont inondé les ondes avec des émissions de radio et des largages de tracts, peignant le tableau d'une lutte juste et noble contre la propagation du communisme. Un exemple notable des efforts américains de guerre psychologique fut l'opération Meux errante, lancée en 1969. L'opération impliquait l'utilisation de haut-parleurs pour diffuser des sons préenregistrés, effrayants, de gémissements et de hurlements d'esprit qui étaient destinés à exploiter la croyance vietnamienne dans les âmes errantes des morts. L'objectif était de démoraliser et d'effrayer les soldats du Viet Cong, affaiblissant leur volonté de combattre et les encourageant à faire défection. Pendant ce temps, les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong menaient leurs propres opérations psychologiques, utilisant des tactiques de terreur et de propagande pour saper le gouvernement sud-vietnamien et SCS soutiens américains. Ils ont infiltré les médias du Sud et ont répandu de la désinformation, semant des graines de doute et de confusion parmi la population. Le Viet Cong a également ciblé les villages ruraux, utilisant l'intimidation et la violence pour contraindre la population locale à soutenir leur cause. L'un des exemples les plus terrifiants des tactiques psychologiques du Viet Cong était leur utilisation d'escadrons d'assassins, connus sous le nom de unités sapeurs, pour semer la terreur dans le cœur de leurs ennemis. 6 commandos hautement entraînés infiltraient les installations sud-vietnamiennes et américaines, éliminant silencieusement des cibles de haute valeur avant de disparaître dans la nuit. L'efficacité mortelle et la discrétion des unités sapées sont devenues une source de terreur pour leurs ennemis, laissant beaucoup constamment sur leur garde et regardant par-dessus leurs épaules. L'impact de la guerre psychologique pendant la guerre du Vietnam a été considérable, avec des conséquences qui ont dépassé le conflit immédiat. Alors que la guerre se prolongeait et que les images de sa réalité brutale étaient diffusées dans les salons du monde entier, l'opinion publique a commencé à changer. Le public américain, autrefois confiant, est devenu de plus en plus désillusionné par la guerre, alors que les réalités sombres du conflit étaient mises à nu pour tous. Le sentiment anti-guerre a augmenté,
alimenté en partie par la représentation médiatique de la guerre et les efforts de propagande des Nord-Vietnamiens et du Viet Cong. La guerre psychologique menée pendant la guerre du Vietnam a également eu un impact profond sur les soldats eux-mêmes. Beaucoup sont rentrés chez eux marqués, non seulement physiquement, mais aussi mentalement, par les expériences éprouvantes qu'ils ont vécues. Les blessures invisibles infligées par les tactiques psychologiques utilisées pendant la guerre ont laissé un héritage durable avec d'innombrables vétérans luttant pour faire face aux traumatismes qu'ils ont vécus. La guerre, à travers l'objectif, comment les médias ont façonné le conflit vietnamien et changé le monde. La guerre du Vietnam, souvent qualifiée de première guerre télévisée, a été un moment déterminant dans l'histoire du journalisme et des médias. Alors que les postes de télévision devenaient un élément essentiel des foyers américains durant les années 1960, le conflit au Vietnam se déroulait sous les yeux de millions de personnes, apportant les réalités crues de la guerre dans les salons à travers la nation. Le rôle des médias dans la guerre du Vietnam était sans précédent, son influence sur l'opinion publique et les décisions politiques laissant une empreinte durable sur le cours du conflit et la manière dont les guerres seraient couvertes à l'avenir. Au début de la guerre, la couverture médiatique américaine reflétait largement le récit optimiste du gouvernement, mettant l'accent sur la cause noble de la lutte contre le communisme et la protection de la démocratie au Sud-Vietnam. Les journalistes intégrés aux troupes américaines rendèrent compte des succès militaires et de la camaraderie entre les soldats, favorisant un sentiment de fierté nationale et de soutien à l'effort de guerre. Cependant, à mesure que la guerre s'éternisait et que les pertes augmentaient, le portrait du conflit fait par les médias commençait à changer. Les journalistes sur le terrain au Vietnam, confrontés aux réalités brutales de la guerre, ont commencé à remettre en question le récit officiel et à défier les affirmations du gouvernement sur les progrès réalisés. Ce nouvel scepticisme se reflétait dans leurs reportages, alors qu'ils exposaient les conditions difficiles auxquelles les troupes américaines étaient confrontées, les atrocités commises par les deux parties et l'impact dévastateur de la guerre sur le peuple vietnamien. L'un des moments les plus emblématiques de la couverture médiatique de la guerre du Vietnam a été l'offensive du Tay en 1968. Malgré l'insistance de l'armée américaine sur le fait que l'ennemi était sur le point d'être vaincu, l'attaque surprise par les Nord-Vietnamiens et le Viet Cong a démontré que la guerre était loin d'être terminée. Les images des combats acharnés à Saigon et dans d'autres villes ont été diffusées à des millions de téléspectateurs, brisant l'illusion d'une victoire imminente et retournant l'opinion publique contre la guerre. Dans le sillage de l'offensive du Tay, le rôle des médias dans la formation du récit de la guerre est devenu encore plus prononcé. Des journalistes d'investigation comme Seymour Hersh ont révélé des histoires choquantes, comme le massacre de My Lai, au cours duquel des centaines de civils vietnamiens non armés ont été tués par des soldats américains. La publication des documents du Pentagone en 1971, une étude ultra-secrète qui révélait la tromperie et la mauvaise gestion de la guerre par le gouvernement américain, a encore érodé la confiance du public et alimenté le sentiment anti-guerre. L'influence des médias s'est étendue au-delà du public américain et a atteint les plus hauts niveaux du gouvernement. Le président Lyndon B. Johnson a célèbrement remarqué qu'il savait qu'il avait perdu le soutien du peuple américain lorsque Walter Cronkite, le très respecté présentateur des actualités du soir de CBS, a exprimé ses doutes quant aux perspectives de succès de la guerre. Alors que l'opposition à la guerre grandissait, la pression politique s'est accrue sur le gouvernement pour qu'il cherche un règlement négocié et a finalement conduit au retrait des forces américaines du Vietnam. La guerre du Vietnam a changé à jamais la relation entre les médias et l'armée. Dans le sillage du conflit, le gouvernement américain et l'armée ont cherché à exercer un plus grand contrôle sur le flux d'informations en temps de guerre, mettant en place des politiques telles que l'intégration de journalistes avec des unités militaires lors de la guerre du Golfe et de la guerre en Irak. Parallèlement, le rôle des médias dans la formation de l'opinion publique pendant la guerre du Vietnam a été à la fois loué et critiqué. Certains arguant qu'il a révélé la vérité et tenu le gouvernement responsable, tandis que d'autres prétendent qu'il a sapé l'effort de guerre et démoralisé les troupes. Voix dissidente, le mouvement anti-guerre et ses échos à travers l'histoire. La guerre du Vietnam, un conflit qui a duré près de 2 décennies, a inspiré une vague sans précédent de sentiments anti-guerre et d'activisme qui a résonné à travers les États-Unis
et au-delà de ces frontières. Le mouvement anti-guerre, alimenté par un éventail diversifié de voix et de causes, a joué un rôle pivot dans le façonnement de la politique gouvernementale, transformant le paysage culturel et laissant une empreinte indélébile sur le cours de l'histoire. Alors que la guerre au Vietnam s'intensifiait et que le coût humain devenait apparent, une vague d'opposition a commencé à émerger. Les campus universitaires à travers les États-Unis sont devenus des foyers de dissidence, les étudiants organisant des séances d'enseignement, des manifestations et des protestations pour exprimer leurs préoccupations concernant la guerre. L'une des plus notables de ces premières protestations a eu lieu en 1965 à l'Université du Michigan, où les étudiants et le corps professoral se sont rassemblés pour une séance d'enseignement de 24 heures pour éduquer leurs pairs sur les complexités de la guerre et les raisons de leur opposition. Le mouvement anti-guerre n'était pas confiné au campus universitaire, cependant. Il englobait une gamme diverse de groupes sociaux et politiques, des activistes des droits civils aux leaders religieux, des syndicats aux groupes de femmes. Des figures marquantes comme le docteur Martin Luther King Jr. et la musicienne Joan Baez ont prêté leur voix à la cause, dénonçant les implications morales et éthiques de la guerre. Le mouvement a été encore galvanisé par l'introduction du service militaire obligatoire en 1969, qui a vu des milliers de jeunes hommes appelés à combattre dans une guerre que beaucoup voyaient de plus en plus comme injuste et impossible à gagner. Au fur et à mesure que le mouvement anti-guerre prenait de l'élan, il commençait à influencer le paysage culturel des États-Unis. Le symbole de la paix, initialement conçu pour le mouvement britannique de désarmement nucléaire, est devenu un emblème emblématique du mouvement anti-guerre, ornant tout des drapeaux aux vêtements. La musique a joué un rôle particulièrement significatif, des artistes comme Bob Dylan, Creedence Clearwater Revival et Marvin Gaye écrivant des hymnes puissants qui ont capturé l'esprit de l'époque et rallié les masses. Le mouvement anti-guerre a également dépassé les frontières américaines, inspirant des protestations et des manifestations dans les pays du monde entier. En Europe, en Asie et en Australie, les activistes sont descendus dans les rues en solidarité avec leurs homologues américains, dénonçant la guerre et appelant à la fin de la violence. Ces protestations internationales ont contribué à construire un consensus mondial contre la guerre, érodant davantage le soutien pour le conflit et mettant la pression sur les gouvernements pour qu'ils reconsidèrent leur position. L'impact du mouvement anti-guerre sur la politique gouvernementale ne peut être sous-estimé. L'opposition publique croissante à la guerre, combinée à une couverture médiatique de plus en plus critique, a forcé les politiciens à prendre note. Alors que le courant de l'opinion publique changeait, les responsables élus ont ressenti la pression de chercher un règlement négocié et de mettre fin à la guerre. L'influence du mouvement anti-guerre s'est fait sentir de manière plus aiguë lors de l'élection présidentielle de 1972, lors de laquelle le candidat anti-guerre George McGovern a remporté l'investiture démocrate, signalant le changement d'attitude politique envers le conflit. À la dérive sur les vagues du destin, l'odyssée des Boat People vietnamiens. Dans le sillage de la guerre du Vietnam, un nouveau et pénible chapitre a commencé pour le peuple vietnamien. Alors que le gouvernement communiste resserrait son emprise sur la nation, des millions de personnes ont cherché à échapper aux difficultés, à l'oppression et à l'incertitude qui les attendait. Parmi eux se trouvaient les Boat People, une génération de réfugiés vietnamiens qui ont bravé des mers périlleuses, des pirates et des éléments impitoyables à la recherche d'une vie meilleure. Leurs histoires sont un témoignage de la résilience de l'esprit humain, et leur voyage a laissé une marque indélébile sur les nations qui ont ouvert leurs portes à ces âmes intrépides. L'exode des Boat People a commencé en earnest après la chute de Saigon en 1975, alors que la panique s'emparait du pays et que des milliers de personnes s'efforçaient de fuir le régime communiste qui se rapprochait. La première vague de réfugiés était principalement constituée d'anciens militaires, de fonctionnaires et de leurs familles, qui avaient collaboré avec les États-Unis ou le gouvernement sud-vietnamien et craignaient la persécution ou les représailles du nouveau régime. Embarquant sur des bateaux branlants et surpeuplés, ces hommes, femmes et enfants désespérés se sont mis en route à travers les eaux périlleuses de la mer de Chine méridionale, espérant trouver refuge dans les pays voisins.
Beaucoup n'ont jamais atteint leur destination, succombant aux tempêtes, à la famine ou aux prédateurs des pirates qui rôdaient sur les eaux à la recherche d'une proie vulnérable. Pourtant, malgré les défis, d'innombrables autres ont persévéré, poussés par la volonté indomptable de survivre et le rêve d'un avenir meilleur. La détresse des Boat People n'est pas passée inaperçue par la communauté internationale. Alors que leur nombre augmentait, les Nations Unies et des organisations humanitaires telles que le Comité intergouvernemental pour les migrations européennes, CIM, ont lancé des efforts pour aider les réfugiés et faciliter leur réinstallation. Des pays comme les États-Unis, le Canada, l'Australie et la France ont ouvert leurs portes aux Boat People, leur offrant une chance de reconstruire leur vie dans un nouveau pays. Le voyage des Boat People a été semé d'embûches, tant pendant leur périlleuse traversée en mer qu'à leur arrivée dans leurs pays hôtes. Beaucoup de réfugiés sont arrivés avec à peine plus que les vêtements sur leur dos, luttant pour s'adapter à une culture, une langue et un mode de vie étranger. Pourtant, encore et encore, ils ont fait preuve d'une résilience et d'une détermination remarquables, forgeant de nouvelles communautés et contribuant à la riche tapisserie de leurs foyers adoptifs. Les histoires des Boat People sont aussi variées que les individus eux-mêmes. Il y a l'histoire de Lely Hayslip, qui a échappé au Vietnam sur un petit bateau de pêche et est devenue une entrepreneure à succès et une philanthrope aux États-Unis. Ou l'histoire de Nguyen Ngoc Ngan, un ancien enseignant qui a bravé les dangers de l'océan pour finir par endurer les difficultés d'un camp de réfugiés malaisiens avant de trouver une nouvelle vie au Canada en tant qu'auteur et diffuseur renommé. Écho d'une guerre lointaine, l'héritage durable du Vietnam et les leçons que nous portons en avant. La guerre du Vietnam, un conflit qui a duré près de 2 décennies et a laissé une marque indélébile sur l'histoire du XXe siècle, a jeté une longue ombre sur la vie de ceux qui l'ont vécu et les nations qui ont été à jamais changées par son cours. Alors que nous réfléchissons à l'héritage de cette guerre lointaine, nous devons considérer non seulement les cicatrices qu'elle a laissées derrière elle, mais aussi les leçons qu'elle nous a apprises sur le véritable coût du conflit et l'importance de lutter pour un monde plus juste et pacifique. Pour les vétérans qui ont servi au Vietnam, la guerre a été un creuset qui a testé leur courage, leur détermination et leur humanité même. Ils sont rentrés chez eux, portant le poids de leurs expériences, certains avec des blessures physiques, d'autres avec des blessures psychologiques qui prendraient une vie à guérir. Alors qu'ils luttaient pour se réintégrer dans la société, beaucoup ont été confrontés non seulement aux défis de leur propre traumatisme, mais aussi à la stigmatisation et à l'incompréhension d'un public qui s'était désillusionné de la guerre. Les familles de ces vétérans ont également été touchées, alors qu'elles luttaient avec le poids émotionnel de prendre soin de leurs proches et de naviguer dans les complexités de la vie d'après-guerre. Dans de nombreux CA, les enfants des vétérans du Vietnam ont grandi dans l'ombre des expériences de leurs parents, héritant des héritages de traumatismes et de pertes qui façonneraient leur propre vie et leurs perspectives. Les nations impliquées dans le conflit ont également été marquées de manière indélébile par l'héritage de la guerre. Au Vietnam, les dévastations causées par des années de guerre ont eu un impact stupéfiant sur la terre et ses habitants, avec des millions de morts, de blessés ou de déplacés. Le pays a depuis fait des progrès remarquables dans sa récupération, émergeant comme une nation dynamique et résiliente qui continue de lutter avec les conséquences durables de son passé. Pour les États-Unis, la guerre du Vietnam est devenue le symbole des limites du pouvoir américain et des dangers de l'intervention militaire. La nature prolongée et non concluante du conflit, combinée au sentiment anti-guerre répandu à la maison, a amené beaucoup à remettre en question la sagesse des politiques interventionnistes et les véritables coûts de la guerre. Dans les années qui ont suivi le Vietnam, les leçons du conflit ont éclairé la politique étrangère américaine, façonnant la façon dont la nation aborde les engagements militaires et la diplomatie. Alors que notre voyage à travers l'histoire complexe et multifacette de la guerre du Vietnam touche à sa fin, nous nous retrouvons avec une compréhension plus profonde des événements, des personnes et de l'impact durable de cette période tumultueuse. Prenons un moment pour réfléchir aux paroles du célèbre maître zen vietnamien et activiste pour la paix, Thich Nhat Hanh, qui a dit un jour « Quand tu comprends la souffrance et les racines de la souffrance, la compassion peut surgir. » En se souvenant de la souffrance et des sacrifices de tous ceux qui ont été touchés par la guerre du Vietnam,
Efforçons-nous de cultiver la compassion, la compréhension et un engagement inébranlable pour un monde plus paisible et juste. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration éclairante de la guerre du Vietnam et que les leçons que nous avons apprises servent de lumière, guide dans la poursuite d'un avenir meilleur. Au revoir et à bientôt pour un autre voyage à travers les pages de l'histoire.